Bonsoir, messieurs les députés, mesdames et messieurs. Donc, je suis ravi de vous accueillir ce soir à l'hôtel de Beauharnais. Donc, nous avons eu les élections en Allemagne il y a déjà 4 semaines, n'est-ce pas? Et les négociations sur la formation de la coalition ont commencé, mais néanmoins, nous voulons aujourd'hui, avec un peu de recul, analyser les élections du 26 septembre. Je pense que ça vaut le coup de faire un peu le décryptage, n'est-ce pas? Et je suis enchanté que nous avons parmi nous 2 experts en la matière. Tout d'abord, Dr. Sabine Pokorny de la Konrad-Adenauer-Stiftung et le professeur Frank Decker de l'Université de Bonn. Et je me réjouis d'autant plus de saluer le professeur Decker parce que moi, je suis un ancien du Seminar für politische Wissenschaften de l'Université de Bonn. Et c'était là où j'ai donc écrit ma thèse donc sur la politique européenne de General Gahn sous la direction de Karl Dietrich Bracher. Donc, soyez les bienvenus. Avant de commencer vraiment peut-être un petit mot sur les élections en Allemagne, donc je ne vais pas commenter sur les résultats en détail, mais seulement pour dire qu'à mon avis, donc le résultat est encourageant d'un certain point de vue parce que environ 80% des Allemands ont voté pour des partis pro-européens démocratiques pour lesquels donc, le Front commun est tout à fait central. Et à mon avis, c'est un signal très important. En même temps, donc, les franges politiques ont été affaiblies et le centre politique renforcé. À mon avis, c'est un résultat assez encourageant, notamment aussi pour la coopération franco-allemande, n'est-ce pas? Bien entendu, la séquence politique, donc le calendrier politique, est exigeant, étant donné qu'on est en train de former une coalition du côté allemand et du côté français, donc on attend les élections présidentielles, mais il me semble que on a une bonne chance d'avoir formé une coalition à Berlin jusqu'à Noël, et puis donc Paris a un partenaire à Berlin qui sera capable d'agir, particulièrement en ce qui concerne la présidence française du Conseil. Donc, c'est mon message à vous. Donc, vous pouvez compter sur l'Allemagne en ce qui concerne la présidence française du Conseil. Bon. Encore une fois, soyez les bienvenus. Et donc, j'invite maintenant le panel à commencer avec professeur Decker, Madame Pokorny et Paul Maurice, n'est-ce pas? Ah, Madame Kanter. Ouais. Sehr geehrter Herr Botschafter, je vous remercie de nous accueillir ce soir pour ce débat. Vous avez déjà mentionné, le 26 septembre, les Allemands ont élu le 20e Bundestag et ont donc choisi la prochaine composition du Parlement allemand et non pas, comme c'est souvent mal compris, du prochain gouvernement. Les résultats ont montré de profonds changements dans le paysage des partis allemands et dans l'équilibre des forces au Bundestag. En quoi ces résultats illustrent l'évolution et la volatilité dans le comportement des électeurs 30 ans après la réunification allemande? Nous pouvons déjà constater que la formation d'un gouvernement avec 3 partenaires de coalition est une entreprise nouvelle et certainement pas facile. Nous pouvons cependant déjà tirer les conclusions suivantes. La participation électorale a été stable et relativement élevée. Et surtout, comme M. l'ambassadeur a déjà mentionné, les partis pro-européens et modérés représentent aujourd'hui la majorité au Parlement. Des 736 sièges, 613 vont aux partis modérés et c'est une bonne nouvelle. Permettez-moi de reprendre une remarque très pertinente du président de la Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert, l'ancien président du Bundestag, qui constate, et je cite, « Les taux d'approbation
les plus élevés pour les gouvernements se trouvent en Égypte et en Turquie, alors que c'est en Allemagne, entre autres, que la méfiance à l'égard du gouvernement est la plus grande. La démocratie est la chose la plus précieuse que nous ayons. Et pourtant, les gens font moins confiance à ce système qu'à un gouvernement autocratique. Fin de la citation. Quelles leçons nos démocrates de l'un et de l'autre côté du Rhin devrons-nous donc tirer de ces dernières élections? Je suis ravie de pouvoir en discuter aujourd'hui avec deux experts allemands qui ont accepté d'être à Paris ce soir. Un bienvenue à M. Decker, professeur, comme M. l'ambassadeur a déjà expliqué, de l'Université de Bonn, directeur général de l'Institut de 2002 à 2005, puis de 2009 à 2011. Depuis 2011, vous êtes directeur scientifique de l'Académie de Bonn pour la recherche et l'enseignement de la politique pratique. Vos recherches se concentrent sur les systèmes de gouvernement occidentaux, le populisme de droite en comparaison internationale, le fédéralisme ainsi que la réforme de la démocratie. Bienvenue. Chère Madame Pokorny, chers collègues, vous êtes sociologue. De 2007 à 2011, vous avez été chargée de recherche à l'Université libre de Berlin et depuis septembre 2011, vous êtes coordinatrice de la recherche sociale empirique au sein du département politique et conseil à la Fondation Konrad Adenauer. Parmi vos publications, une analyse très enrichissante des élections fédérales 2021 dont nous avons distribué une copie ce soir. Je vous souhaite maintenant un échange passionnant et riche en informations. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, merci pour votre invitation. Merci Caroline pour ces mots d'introduction. Je vais peut-être donner la parole tout de suite à Madame Pokorny pour un premier commentaire sur les élections pour une dizaine de minutes, puis Monsieur Decker ensuite, et puis nous passerons ensuite à la discussion et à la discussion avec le public. Dans toutes les catégories d'âge et pour la première fois chez les plus de 60 ans. La CDU a perdu beaucoup d'électeurs, en particulier chez les plus de 30 ans, où elle n'a pu enregistrer que 11% des suffrages des moins de 30 ans. Parallèlement, la CDU a perdu des voix chez les femmes de plus de 30 ans, une perte de 10 ou 12 points, alors que le SPD, chez les femmes de plus de 60 ans, a gagné 12 points. Ce qui nous montre très clairement que des anciennes électrices de Merkel, qui votaient auparavant pour la CDU, ont voté pour le SPD. Mais n'oublions pas que cette différence dans les classes d'âge est également présente chez le SPD. Le SPD a gagné des électeurs plus âgés, mais a perdu des électeurs chez les moins de 30 ans. Ce qui signifie que le SPD, comme la CDU-CSU, aura un problème à l'avenir si elle ne règle pas cette question. De plus, chez les électeurs les plus jeunes, donc les moins de 30 ans, ces électeurs ont plébiscité le FDP et les Verts. C'était le cas lors d'élections précédentes, mais pour ces élections, dans cette classe d'âge, ces partis ont obtenu des résultats de plus de 20%. Bien, je vous remercie tout d'abord et je vous redonne la parole. Et d'avoir tenu exactement le temps qui vous était donné. Je donne la parole maintenant à Monsieur Decker. Merci, bonsoir mesdames et messieurs, sehr geehrter Herr Botschafter, verehrte Abgeordnete. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les députés, les sénateurs, mesdames et messieurs, merci pour l'invitation et cette occasion de rebondir sur ce que vient de dire Madame Pokorny. Olaf Scholz, probablement prochain chancelier de la République fédérale, déjà en août 2020, c'est en août 2020 qu'il a été désigné comme candidat à la chancellerie par son parti. Le SPD se trouvait depuis
les élections de 2017, au plus bas dans les sondages, avaient des problèmes internes. Leur directrice, leur chef de parti avait démissionné. Il avait fallu élire un nouveau chef du parti. Olaf Scholz s'était lui-même présenté à la tête de son parti, mais avait perdu. Olaf Scholz semblait ne plus avoir de carrière politique. Nous étions fin 2019 et il envisageait même démissionner de son poste de ministre des Finances. Olaf Scholz, une chose qui a sauvé, pour ainsi dire, Olaf Scholz, c'est la crise sanitaire. Car en mars 2020, il n'y avait plus la possibilité pour le SPD de sortir de ce gouvernement, de quitter le gouvernement. La crise sanitaire a réglé encore un autre problème pour Olaf Scholz, à savoir la lutte interne au sein du SPD s'est concentrée sur un sujet, à savoir le frein à l'endettement. Olaf Scholz, en continuité avec son prédécesseur, Wolfgang Schäuble, et de concert avec la chancelière, s'était engagé à poursuivre cette politique du frein à l'endettement. Et ceux qui avaient gagné les élections internes du parti avaient critiqué ce frein à l'endettement. Avec la Covid, ce sujet n'était plus sur la table. Le frein à l'endettement avait été suspendu pendant la crise sanitaire, et pas seulement à l'échelle fédérale, mais aussi à l'échelle européenne, avec le Fonds européen. Angela Merkel, elle aussi, avait changé d'avis et s'était montrée prête à faire de la dette commune en Europe. Donc Olaf Scholz a eu de la chance et il a déclaré en août 2020, lorsqu'il avait été désigné comme candidat, je cite en substance, « Les électeurs ne se décideront qu'en août 2021, 4 semaines avant les élections, lorsqu'ils prendront conscience qu'Angela Merkel ne va pas se représenter. » C'est ce qu'il avait déclaré en août 2020. Et effectivement, cela s'est réalisé. Et Olaf Scholz a pu profiter du bonus de sa fonction. Mais cependant, selon moi, il n'aurait pas gagné les élections s'il n'avait pas profité d'autres éléments qui lui ont été favorables. Car tous les facteurs qui décident les élections commencent en allemand par un K et en français par un C, comme chancelier. Et bien sûr, Madame Pokorny l'a dit, dans la décision des électeurs, les candidats, les personnes ont également une influence. Et ce sont les personnalités qui ont été décisives. La CDU-CSU aurait pu obtenir un meilleur résultat s'il avait décidé de nominer Markus Söder. Et peut-être aurions-nous à présent une coalition jamaïque, donc faite de CDU, Verts et libéraux. Mais Armin Laschet a été désigné et ce n'est qu'en janvier 2021 qu'Armin Laschet a été élu à la tête de son parti et qu'à ce moment-là, la question de qui allait être candidat à la chancellerie n'était toujours pas décidée. Et car les sondages n'étaient pas les meilleurs pour Armin Laschet, Markus Söder voulait lui aussi se porter candidat. La CDU a donc nominé le candidat le moins populaire, et Markus Söder, le candidat qui avait perdu, n'était pas prêt à faire preuve de solidarité pour Olaf Scholz. Et c'est véritablement une catastrophe pour un parti lorsqu'elle ne fait pas preuve d'unité dans une campagne électorale. Dans certaines régions en Allemagne, la base de la CDU a refusé de faire campagne pour Armin Laschet. Nous parlions des différents sujets. La lutte contre le changement climatique, Madame Pokorny l'a dit à juste titre,
ce n'est pas seulement la lutte contre le changement climatique, mais également les sujets sociaux ont joué un rôle décisif dans cette campagne. Et ces sujets sociaux ont profité au parti de gauche, le SPD, les Verts. Et puis, par chance ou par hasard, peut-être, au début de l'année, il y avait ce bon mot, lorsque les Verts étaient tout en haut des intentions de vote, de dire que cela profiterait aux Verts s'il y avait une canicule cet été, car alors les électeurs ressentiraient concrètement le changement climatique. Nous n'avons pas eu de canicule, mais nous avons eu des inondations catastrophiques. Et ces inondations catastrophiques ont été liées au changement climatique et personne ne l'a remis en question. Certaines personnes aux marges seulement. Personne n'a remis en question cette relation. Et cela a eu un effet défavorable pour la campagne de la CDU. Pour ce qui est de l'organisation de la campagne, nous pouvons dire que le SPD a fait un sans faute. Les Verts ont fait beaucoup de faux pas et la CDU a eu tout faux. Ce qui a empiré la situation pour les conservateurs, de sorte que nous avons eu ce tournant 4 semaines avant les élections. Autre cas où c'est en français, comme je le disais, et peut-être c'est pertinent pour des oreilles françaises, nous avons un système politique différent. Nous, en Allemagne, nous élisons des partis qui élisent le gouvernement. En français, tout le système s'oriente aux élections présidentielles. Les législatives suivent de près les élections présidentielles et les Français savent bien comment fonctionne leur système politique. Ils savent que leur président ne peut gouverner que s'il a une majorité au Parlement. En Allemagne, nous formons des coalitions et les électeurs pensent en coalition. Et lorsqu'ils se décident, il se pose très exactement la question qui doit diriger cette coalition. Et voilà ce qui a profité à Olaf Scholz, car les Allemands, les électeurs, voulaient qu'Olaf Scholz soit chancelier. Mais ils savent que dans un système parlementaire où l'on forme des coalitions, ce qui est important, c'est que le parti du chancelier soit en tête. Et ce point a joué un rôle le soir des élections, car les conservateurs, qui avaient seul 1% de moins que le SPD, n'a pas dit « nous cédons la place au SPD pour former un gouvernement ». Elle ne l'a fait que dans les jours qui ont suivi les élections. Ce qui constitue un problème, à mon sens, car les électeurs ne savent pas exactement pour quelle coalition va décider les partis pour lesquels ils votent. Avec les Verts, par exemple, les électeurs ne savaient pas si les Verts avaient une préférence pour le SPD et Olaf Scholz ou s'ils préfèrent plutôt une coalition jamaïcaine avec la CDU. Moi-même, 3 mois avant les élections, au moment des élections régionales en Rhénanie-Palatinat ou dans le Bade-Württemberg, en Rhénanie-Palatinat, il y avait déjà une coalition feu tricolore qui a été confirmée. Et j'avais écrit dans un article que peut-être la CDU ne gagnerait pas les coalitions et qu'il y aurait une coalition feu tricolore. Mais à l'époque, je n'avais pas envisagé que cette coalition feu tricolore soit dirigée par le SPD. J'avais pensé que ce seraient les Verts qui allaient être à la tête de cette coalition, car à l'époque, les Verts étaient devant les Verts dans les intentions de vote. Ce scénario n'a pas eu lieu en raison de la faiblesse de la candidate des Verts. Bien sûr, ces différentes affaires dont nous avons parlé ont joué un rôle, mais au bout du compte, ce qui a véritablement joué un rôle, c'est que les Allemands n'étaient pas prêts à élire une femme de 40 ans qui n'a pas eu de mandat politique important, avec un CV douteux, à la tête du gouvernement. Et peut-être les Allemands n'étaient-ils pas prêts à voter pour une femme alors que nous avons eu Angela Merkel pendant 16 ans et que les Allemands ont été contents.
Donc cela a également profité à Olaf Scholz. Quelle est la situation qui nous attend? Nous allons certainement avoir une coalition feu tricolore. Je pense que les négociations vont certainement aboutir. Il est presque impossible qu'elles n'aboutissent pas. Les différents partenaires ont un devoir de former cette coalition. Si les négociations échouaient, par exemple en raison des libéraux, du FDP, alors la coalition jamaïcaine ne serait pas une alternative, car l'on pourrait se demander, mais qui serait le chancelier? Car l'on ne peut pas devenir chancelier si l'on ne s'est pas porté candidat ou si l'on a déjà démissionné de la tête de la CDU. La seule alternative serait une grande coalition, SPD-CDU, dirigée par Olaf Scholz et le SPD. Mais tout cela, ce sont des spéculations. Nous allons sans doute avoir un gouvernement mis en place en décembre et Angela Merkel n'aura pas été plus longtemps au pouvoir que Kohl, car elle devrait pour cela être à la tête du gouvernement jusqu'au 17 décembre, mais nous aurons probablement un nouveau gouvernement avant. Nous allons donc avoir une coalition feu tricolore. Le FDP va devoir faire des compromis aux véritables gagnants de ces élections, à savoir les sociodémocrates et les Verts. Difficile pour le FDP, en particulier pour ce qui est du frein à l'endettement et de l'augmentation des impôts, car le FDP est contre, et plutôt deux fois qu'une augmentation des impôts et une suppression du frein à l'endettement, mais ce sera nécessaire pour investir, pour faire les investissements nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Les investissements publics seront nécessaires, par exemple les bornes de rechargement pour les voitures électriques, etc., etc. Et puis, et mon point est pertinent pour la politique française, ce qui n'a pas eu d'importance, pas assez eu d'importance dans la campagne électorale, ce sont les conséquences sociales de la transition écologique. En France, et Olaf Scholz le sait, en France, vous avez eu le mouvement des Gilets jaunes. Et ce mouvement nous a montré qu'une légère augmentation du prix du carburant peut déclencher des contestations assez fortes. En Allemagne, nous voyons des électeurs qui se disent « oui, il faut lutter contre le changement climatique et le faire rapidement, peut-être en l'espace de 15 ans, mais quand il s'agit de changer concrètement dans leur quotidien, les électeurs deviennent réticents et le prochain gouvernement devra le prendre en compte. Ce prochain gouvernement devra être prudent et peut-être que Olaf Scholz est heureux d'avoir le FDP comme partenaire qui freinera les ambitions des Verts. Helmut Schmidt le savait dans les années 70 pour permettre de freiner l'aile gauche de son parti. Je dirais en conclusion qu'en Allemagne, nous devons lutter contre le changement climatique et c'est plus compliqué pour nous car nous sommes en train de sortir du nucléaire. Les Français peuvent utiliser le nucléaire comme technologie de transition vers une économie décarbonée. Nous ne le pouvons pas, nous ne reviendrons pas au nucléaire. Nous devons donc développer les énergies renouvelables bien plus rapidement qu'en France. Et ce sera un véritable défi, presque une tâche impossible. Je crois ainsi que le prochain gouvernement, cela sera difficile et le prochain gouvernement risque d'échouer face à ces défis. Nous allons avoir un chancelier et c'est une chance qui est bien préparé
aux défis qui l'attendent. Je pense que depuis Helmut Schmidt, Olaf Scholz est le chancelier le mieux préparé à son mandat. Il a des expériences à tous les niveaux, il connaît l'échelle internationale, il sait diriger. Les médias allemands ont curieusement commenté que le SPD n'est bien sûr pas aussi dominant qu'auparavant, lorsque le SPD avait plus de 40%. Ce temps-là est derrière nous. Les Verts et le FDP ont gagné des voix. Mais le chancelier allemand n'est pas un président français. Il ne peut pas gouverner seul. Il doit faire des compromis avec sa propre coalition, mais aussi avec le Bundesrat. Le tribunal fédéral constitutionnel a un rôle fort en Allemagne. Voilà des différences par rapport à la France. Mais le chancelier a un rôle clé dans le système allemand, malgré tout. Et nous avons pu le constater au fil des dernières années que le pouvoir du chancelier ou de la chancelière a augmenté. Et nous constatons que ce n'est pas seulement l'échelle fédérale qui est décisive, mais aussi l'échelle européenne. Et pour cette échelle européenne, c'est la chancellerie qui est tout à fait décisive. Olaf Scholz, avec son collaborateur Wolfgang Schmidt, vont travailler à l'échelle européenne. Mais malgré tout, les défis pour ce prochain gouvernement vont être immenses. Et c'est mon dernier point, une différence en Allemagne par rapport à la France. Nous avons constamment des élections, les élections régionales dans les Länder. L'année prochaine, en Rhénanie du Nord-Westphalie, par exemple, le plus grand Land, ce qui a une répercussion sur la constitution du Bundesrat, la Chambre haute, ce qui peut donner des difficultés au gouvernement. Car pour les élections régionales, dans les Länder, c'est en général l'opposition qui en profite. Les électeurs expriment leur mécontentement. La CDU-CSU a donc l'occasion de retrouver des couleurs dans les Länder et de dépasser cette crise interne dans laquelle elle se trouve. Et le gouvernement a peut-être une fenêtre de tir. Pensez à cette citation de Machiavel qui disait il faut expédier les difficultés au début. Donc, le prochain gouvernement a peut-être une courte fenêtre de tir pour mettre en œuvre des mesures nécessaires et difficiles pour la lutte contre le changement climatique. Nous, par le passé, nous avons toujours eu des coalitions difficiles, stables et difficiles. Mais il y a une grande différence entre la politique fédérale et la politique régionale. Merci beaucoup. Éclairage qui était vraiment très précis et très intéressant. Alors, je dois faire un petit commentaire après nos deux intervenants, ce qui est quand même difficile puisque la plupart des choses ont été dites et beaucoup de choses très importantes ont été dites. Je reviendrai sur quelques points essentiels qu'il faut vraiment avoir en tête et qui, pour moi, vont être structurants dans les années à venir. La première chose, c'est qu'aucun parti politique allemand aujourd'hui ne dépasse 30%, voire même 25%, puisque le SPD est un tout petit peu au-dessus de 25%. Pour rappel, la CDU en 2013 faisait 41 et quelques %. Donc la question qui se pose, vous les avez évoquées, les Volksparteien, ces partis de rassemblement en Allemagne, quel est leur avenir ? Quel est leur avenir et quel est l'avenir, vous l'avez évoqué aussi, la question de l'éclatement de la vie politique entre différents partis. J'aime à rappeler que le SPD gagne aujourd'hui avec le score avec lequel il perdait en 2013 et il perdait en 2005 face à la CDU de Merkel avec un peu plus de 34% des voix. Donc on a aussi une profonde mutation du système politique allemand, là si on regarde les chiffres à l'échelle fédérale. Vous avez évoqué la carte des Erst- et Zweitstimme, c'est toujours difficile à expliquer ça en France parce qu'on vote d'abord pour une circonscription dans un scrutin uninominal à un seul tour, donc celui qui arrive en tête, même si c'est 15 ou 16%, théoriquement c'est possible de gagner. Et puis il y a la deuxième voie, celle de la proportionnelle au niveau d'un land. Et puis c'est difficile de voir les pourcentages parce qu'il faut faire un mélange entre les deux, et beaucoup d'électeurs peuvent voter pour un parti très différent entre la première voie et la deuxième voie, le facteur personnel joue. Si on regarde cette carte,
très honnêtement, moi je la regarde et j'ai l'impression de voir la carte religieuse de l'Allemagne. C'est très intéressant quand on regarde les circonscriptions. On a le sud qui reste très marqué par l'union, la Bavière catholique, le Bade-Württemberg qui est avec des petits points verts qui apparaissent, et puis tout cet axe qui va de la Basse-Saxe qui descend jusqu'au Brandebourg. On a le retour du SPD finalement dans ces terres un peu traditionnelles. Et pour la Rhénanie du Nord-Westphalie, on voit encore cette Rhénanie du Nord catholique qui vote encore pour l'Union, pour la CDU, et puis le bassin de la Ruhr qui par tradition ouvrière, plus par tradition d'ailleurs, aujourd'hui vote encore en partie pour le Parti social-démocrate. Maintenant, si on regarde avec un autre focus qui m'a intéressé dans l'étude, c'est la question Est-Ouest. Et vous avez évoqué le fait que l'AfD s'enracine dans les circonscriptions à l'Est, alors Saxe, Thuringe et sud de la Saxe-Anhalt, mais c'est vrai, par un effondrement de la CDU. C'est-à-dire que la CDU, dans ces Länder, Saxe-Anhalt et Saxe, était un peu le dernier rempart face à l'AfD, et l'effondrement de la CDU fait que l'AfD est surreprésentée, on va dire, visuellement, même si elle perd 1 million de voix, principalement à l'ouest, c'est vrai, mais elle est en léger tassement dans ces régions-là. Le SPD devient finalement un peu le seul Volkspartei dans l'ancienne, alors je ne sais jamais comment les appeler, on dit les nouveaux Bundesländer, on dit l'ancienne RDA, on dit l'Est de l'Allemagne, on n'arrive toujours pas à définir cet objet géographique. Le SPD réussit à reconquérir des bastions, en Mecklembourg avec la personnalité de Manuela Schwesig, où on votait pour des élections dans le Land, pour le Landtag en même temps, ça a dû aussi favoriser le SPD. En Brandebourg, voilà, on a une tradition social-démocrate, Berlin est plus à gauche, peut-être. Donc on retrouve finalement une géographie électorale qui est celle d'avant Angela Merkel. Vous avez évoqué le fait qu'on a une grande volatilité des électeurs. Finalement, est-ce qu'on n'a pas aussi un retour de certains électeurs qui étaient attirés par la CDU d'Angela Merkel et qui reviennent peut-être à un SPD qui était celui de Schröder, c'est-à-dire un peu centriste finalement. Olaf Scholz est un peu dans la continuité de Gerhard Schröder sur certains points politiques. Donc là, je pose certaines questions. On a évoqué les thèmes de campagne, et dans cette campagne, beaucoup d'observateurs l'ont noté, on a peu parlé de politique étrangère, qui peut nous intéresser ici, puisqu'on parle de politique européenne et de relations franco-allemandes. Alors certes, dans le Triel, donc ce débat à trois qui avait lieu en juin dans le cadre de la conférence de sécurité de Munich, les candidats s'étaient prononcés comme tous pro-européens, pour une relation franco-allemande forte. Mais qu'en sera-t-il dans les faits ? C'est-à-dire comment une coalition à 3, pour la première fois à l'échelle fédérale, vraisemblablement, va-t-elle gérer des contradictions sur les questions vous l'avez dit, de nucléaire. Les Verts veulent 2030 pour la sortie du charbon pour la production d'électricité. Les libéraux démocrates du FDP ne veulent pas d'augmentation d'impôts. Comment fait-on ? Et comment gère-t-on la question du pacte de stabilité dans cette coalition, parce que ça va être une question fondamentale qu'on va poser en France avec le début de la présidence française de l'Union européenne. Autre question qui se pose, et là je réagis peut-être un peu à l'actualité, mais j'aimerais aussi poser le débat, ce sont les espèces de passe d'armes médiatiques qui a eu lieu ce week-end entre la ministre de la Défense encore en poste, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui se positionner pour la démonstration de force avec les armes nucléaires américaines, et puis la déclaration du président du groupe social-démocrate au Bundestag, Mützenich, qui la comparait presque à Vladimir Poutine pour utiliser ce genre de propos. Donc, quel sera aussi l'avenir de la politique de défense allemande dans la perspective d'une coalition avec des partis ? Alors, dire que les Verts sont pacifistes, c'est en partie vrai. Il faut rappeler que la première mission de combat de la Bundeswehr en 1999 était celle de Joschka Fischer. J'aime le rappeler aussi parce que ça permet de voir du point de vue français des différences. Et c'est un parti qui est aussi prêt à travailler sur ces questions. Je parle du parti, puis après il y a les députés, et puis il y a la base. Donc ce sont des questions différentes. Donc voilà quelques questions que je vais peut-être formuler de manière un peu plus claire maintenant que j'ai posé le décor. Peut-être, Madame Pokorny, pour commencer, comment expliquez-vous le fait qu'on ait une adhésion très forte des électeurs, vous l'avez dit, des électeurs de l'AfD à ce parti? C'est les électeurs les plus fiables, ceux qui vont le plus voter, même s'ils se réduisent, ils restent quand même importants. Deuxième question, comment expliquer aussi un éparpillement du vote à l'extrême droite? On a
on a presque 4 millions de personnes qui n'ont pas voté pour les partis établis représentés au Bundestag, et notamment certains pour des groupuscules, voire des groupes importants de droite radicale ou d'extrême droite. Donc est-ce que ça a défavorisé l'AfD? Comment on peut interpréter cela? Monsieur Decker, je me tourne tout de suite vers vous pour poser la question tout de suite. Donc sur les questions européennes, comment voyez-vous une interaction feu tricolore, comme on dit en français, Ampelkoalition, sur les questions européennes? Comment, vous avez évoqué les difficultés avec la question nucléaire, comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ces blocages traditionnels entre les partis? Et sur les questions un peu la même question sur les questions de défense, comment travailler avec la France sur ces questions de défense, tout en continuant à rester fidèle à l'identité du parti et aux électeurs. Vous l'avez rappelé, la ligne du SPD est plus à gauche que le candidat ne l'est, avec l'élection d'un binôme contre Olaf Scholz en décembre 2019. Voilà. Donc peut-être Madame Pokorny pour commencer, puis après Monsieur Decker, et puis peut-être que je passerai la parole à la salle si des questions. Comme ça, je vous invite à préparer vos questions peut-être pour nos deux intervenants. Merci. Merci beaucoup pour ces questions très intéressantes. S'agissant de la fidélité des électeurs du AfD, nous constatons depuis un certain temps déjà que ces électeurs, dans leurs convictions, ces électeurs sont différents des autres électeurs. Ces électeurs sont plus pessimistes, sont plus mécontents avec la situation économique, avec la démocratie, avec les institutions. Ces électeurs ont moins confiance dans les institutions. Les électeurs de l'AfD sont assez homogènes sur ces différentes questions et diffèrent grandement des autres électeurs. Ils ont peu en commun avec les électeurs des conservateurs, par exemple. Et l'on constate parallèlement que ces électeurs du AfD évoluent comme dans un monde singulier, un monde propre à eux. Ils s'informent sur des canaux d'information différents des autres électeurs. Ils naviguent dans des sphères particulières sur Internet. Davantage que les autres électeurs, ils se laissent plus séduire par des théories du complot. Nous l'avons vu avec la Covid notamment. Pour d'autres partis, il est donc difficile de toucher ces électeurs, de les récupérer. Les études nous montrent que les électeurs de l'AfD sont des électeurs d'extrême droite relativement convaincus, et pour des partis qui ne sont pas d'extrême droite, il est donc difficile de parler à ces électeurs. Donc pour la CDU par exemple, il est difficile de toucher ces électeurs, d'atteindre ces électeurs. La CDU a pu récupérer quelques électeurs de l'AfD, mais davantage de Die Linke, de la gauche radicale. Et en ex-Allemagne de l'Est, on observe certaines continuités, que l'on observe la carte des résultats électoraux avec des cartes des résultats précédents. Et l'on constate que cette carte où le AfD a des bons résultats coïncide avec la carte où le NPD avait autrefois des bons résultats. Ou par exemple, un autre parti d'extrême droite à l'ouest. Et ces permanences, nous pouvons les constater en remontant jusqu'à l'époque nationale-socialiste. Donc ces traditions sont encore présentes aujourd'hui. Et s'agissant de l'éparpillement du vote, les partis, nous avons constitué l'éparpillement du vote d'extrême droite, dit Basis par exemple, la base qui a pu attirer les électeurs Querdenker, les électeurs complotistes par exemple. Certains ont également voté pour l'AfD. Les études sont difficiles à interpréter, les chiffres sont difficiles à interpréter, mais certains petits partis, comme par exemple le Parti de la protection du bien-être animal, a également profité de cet éparpillement du vote. Le parti Volt, très pro-européen, a reçu beaucoup de voix chez les moins de 30 ans. 9% des électeurs de moins de 30 ans ont voté pour d'autres partis que les grands partis. Et bien sûr, pas uniquement des partis d'extrême droite.
et un parti qui s'appelle Le Parti, qui est un parti satirique, qui n'a pas de contenu, pas de programme. Et malgré ça, ce parti a eu environ 1% des voix. Mais c'est le cas depuis certaines années déjà. Ce n'est pas une particularité de cette élection. Donc voilà pour l'éparpillement du vote, un éparpillement qui a caractérisé cette élection. Cet éparpillement, nous l'avons également constaté aux élections pour le Land de Berlin, qui a eu lieu le même jour, où des plus petits partis sont sortis vainqueurs des moins de 30. Vous avez posé une question sur la politique européenne. C'est une question qui n'est pas facile à répondre. Et surtout, car vous l'avez dit vous-même, la politique européenne n'était pas du tout pertinente au cours de la campagne électorale. Les candidats n'en ont pas parlé, autant lors des rassemblements, lors des meetings électoraux, que lors des débats électoraux, les triels, comme on les a appelés, parce qu'ils réunissaient 3 candidats avec la candidate des Verts pour la première fois. Que la politique européenne n'ait pas joué un rôle dans la campagne électorale est compréhensible d'une certaine manière, car l'UE est loin des préoccupations des électeurs. Et donc les partis ont une tendance à voir ce sujet comme un sujet qui n'est pas un sujet gagnant. À tel point qu'au sein du SPD, les stratèges, il y a 4 ans, avaient dit au candidat de l'époque, le candidat à la chancellerie de l'époque, Martin Schulz, qui incarnait plus que tout autre ces sujets européens, ces stratèges lui avaient dit « il ne faut pas que tu parles d'Europe lors de la campagne électorale ». Donc c'est un problème. Dans l'accord préliminaire de coalition que les 3 partis ont signé, l'Europe n'est nommée qu'à demi-mot. Nous voulons renforcer la coopération, y est-il écrit. Nous devrons suivre de près les négociations de coalition de Feu Tricolore pour avoir plus d'informations à ce sujet. Il y a toutefois des lignes de fracture qui opposent moins les Verts que les sociaux-démocrates, que ces 2 partis au FDP. Le FDP a des positions très dures sur le frein à l'endettement, le pacte de stabilité. Mais souvenons-nous, Emmanuel Macron, je ne sais plus quand exactement, en 2018 je crois, avait fait des propositions pour renforcer et faire avancer l'intégration européenne. Et à Berlin, pas de réaction à l'époque. Pas seulement de la part d'Angela Merkel, mais pas de réaction non plus de la part de Olaf Scholz. Je me souviens de son discours devant l'université Humboldt, où il s'est permis des remarques légèrement suffisantes, ce qui m'a surpris, car il s'agissait d'une coalition à 2 partis, où le SPD avait par exemple le poste du ministre des Affaires étrangères. Mais le SPD n'a pas essayé de se profiler différemment, de faire un pas de côté par rapport à la politique d'Angela Merkel. Mais il faut dire que le mandat d'Angela Merkel a été marqué par différentes crises et son objectif principal était de surmonter ces crises. Et on lui a rendu hommage au dernier Conseil européen à Bruxelles. Mais de maintenir le cap, surmonter des crises, ça ne suffit peut-être pas. Et je souhaiterais à présent que dans une autre coalition, les sociaux-démocrates, les Verts, essayent d'aller tenter une nouvelle réforme de l'UE et aillent dans le sens d'Emmanuel Macron, qui sera peut-être réélu. Mais les défis auxquels nous sommes confrontés sont énormes
ils n'ont pas pu être surmontés ces dernières années et ne le seront peut-être pas facilement dans les prochaines années. Je pense aux relations avec la Pologne, avec la Hongrie. Il en va par exemple du principe de l'unanimité. Est-ce que ce principe est viable à l'avenir? Ou, vous l'avez dit, dans notre relation avec les États-Unis, pour la politique de défense, devons-nous renforcer la politique européenne de défense? Faut-il que la zone euro soit une véritable union monétaire et fiscale? Sur ces points, nous ne devrions pas avoir de trop grandes attentes du prochain gouvernement allemand. Bien sûr, comme je viens de le dire, le rôle du chancelier a un certain pouvoir. Et si Olaf Scholz décide quelque chose, alors même son ministre des Finances doit se soumettre à ses décisions. Wolfgang Schäuble a dû accepter la décision d'Angela Merkel de ne pas mettre les Grecs en dehors de la zone euro. Christian Lindner, que je connais bien parce qu'il a été mon étudiant, au SPD, lorsque l'on ouvre ses oreilles, l'on entend que si Christian Lindner devient ministre des Finances, ce ne sera pas un grand problème, car il aura à traiter avec ses partenaires européens au sein des instances européennes. Et la question de savoir qui deviendra ministre des Finances sera intéressante. Bien sûr, les partis disent « nous ne parlons pas encore de poste », mais cette question sera une des plus intéressantes. Qui sera le ministre allemand des Finances? Les deux partis, les Verts et le FDP, veulent ce ministère. Et je peux imaginer, je n'y mettrai pas ma main à couper, mais je peux imaginer que ce ministère reste au SPD ou même avec un ministre qui n'appartient pas à un parti. Et ça a déjà été le cas. Depuis le début de la République fédérale, c'est le parti traditionnellement qui avait le chancelier, avait également le ministre des Finances. Mais bon, le paysage politique a changé, donc c'est une question toujours ouverte. Peut-être au public français, je peux dire que nous ne devons pas être trop préoccupés, même si c'est le FDP qui obtient le ministère des Finances. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant, mais j'aimerais, parce qu'il nous reste un petit peu de temps pour la discussion, avant qu'Éric André Martin ne fasse un mot de conclusion sur les relations franco-allemandes, j'aimerais prendre des questions de vos questions, les questions du public peut-être. Alors je ne sais pas quelles sont les personnes. Oui, monsieur Herbillon, Jean-Dominique, Sylvie. On va peut-être prendre les trois questions ensemble, comme ça permettra aux intervenants d'y répondre. Je suis désolé de ne pas les individualiser, mais nous sommes un peu pris par le temps. Merci beaucoup, Michel Herbillon, vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Je remercie beaucoup les experts de nous avoir donné cet éclairage extrêmement intéressant sur les élections allemandes. Nous avons, et vous l'avez dit, un système en France qui est assez différent, pour le moins. Mais je voudrais revenir sur les raisons, à vos yeux, de ce que vous avez présenté comme une défaite de la CDU. Vous avez expliqué que les jeunes votaient moins pour elle, que les femmes de plus de 30 ans non plus, que pour la première fois, les gens de plus de 65 ans ne votaient moins pour la CDU. Mais au-delà de cela, quelle est la part qu'a joué le fait à nos yeux, à mes yeux en tout cas, de ne pas avoir bien géré l'après-Merkel? Et ça vient de loin. Vous n'avez pas évoqué le fait que tout de même le choix initial qui avait été fait de la CDU pour succéder à la chancelière, c'était Annegret Kramp-Karrenbauer. Et qu'ensuite, il y a eu quand même une concurrence entre nombreuses personnes, Friedrich Merz,
Markus Söder pour le poste de chancelier, mais pour la CDU, Friedrich Merz, Armin Laschet, Norbert Rögen. Donc on a le sentiment que peut-être cet après-Merkel n'a pas été bien anticipé ni bien géré. Est-ce que ça a joué dans la défaite? Quel a été à cet égard le rôle de la chancelière? Et c'est pas simple, après 16 ans de bien gérer la suite. Est-ce qu'elle a vraiment apporté un appui constant et solide à Armin Laschet? Et quelle a été la part aussi chez les Allemands, la volonté peut-être de tourner la page? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, très rapidement, je voudrais quand même revenir sur un sujet que vous avez évoqué, mais qui pourrait être un point de divergence assez fort entre la France et l'Allemagne, c'est la question de la politique européenne de la défense. Parce que le paysage a quand même un petit peu changé, avec des tensions qui se multiplient, et avec le fait que, vous le savez sans doute, qu'il y a eu quand même, on va dire cela comme ça, une assez grande difficulté récemment au sein de l'Alliance entre la France et les États-Unis. Oui, merci beaucoup. Est-ce que la campagne électorale n'a pas montré une forme de présidentialisation de cette élection? C'est-à-dire que le poids des individus, le poids des candidats à la chancellerie, qui a été notamment avec ces fameux triels, n'est pas quelque chose de nouveau, alors que c'est un peu l'impression, on a l'impression qu'avant les Allemands votaient plutôt pour des partis, et là qu'ils ont plutôt voté pour des hommes ou des femmes. Est-ce que c'est un phénomène, un changement en profondeur, le début de quelque chose? Est-ce que ça veut dire qu'il faudra peut-être penser à organiser différemment les élections à l'avenir? Et une petite question subsidiaire, est-ce que c'est vraiment la fin de Die Linke, 30 ans après la chute du mur de Berlin, la disparition de la RDA, ce qui restait du communisme est-allemand? Est-ce que c'est vraiment, a-t-on assisté cette fois-ci à la fin, malgré sa survie un peu artificielle avec trois élus? Et voilà. Merci. J'avais deux questions. On parlait tout à l'heure de Christian Lindner. Est-ce qu'on est à l'abri du scénario de 2017 avec un retrait soudain de Christian Lindner des négociations? Et dans l'accord préliminaire de coalition, il y a cette phrase « Nous voulons diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne et de l'Europe ». Qu'en est-il des compromis possibles, notamment entre les Verts, concernant le pipeline Nord Stream 2? Où peut se faire le compromis entre les trois parties de la coalition? Merci beaucoup. Alors, peut-être que je vais vous donner 5 minutes. Je suis vraiment navré d'être un peu strict sur le temps. 5 minutes peut-être pour répondre aux différentes questions, un peu dans l'ordre que vous souhaitez, et puis en faisant peut-être des liens. Peut-être Madame Pokorny pour commencer. Merci pour toutes ces questions. Je répondrai aux questions pour lesquelles je suis compétente et je laisserai Monsieur Decker compléter. Je répondrai en particulier à la question qui est liée à la campagne électorale. Cette présidentialisation, comme vous l'avez dit, oui, nous avons pu la constater, mais elle n'est pas nouvelle. Cette évolution, nous la constatons depuis plusieurs décennies. En recherche, en politique, nous le savons, de plus en plus il y a une personnalisation de la politique, ce qui est notamment lié à ce que les liens forts au parti, qui jouaient autrefois en Allemagne un rôle très important, ces liens forts au parti reculent de plus en plus. Nombre d'électeurs n'ont pas de lien particulier à un parti, et ceux qui en ont une, c'est un lien en général plus faible qu'autrefois. Bien sûr, cela explique aussi pourquoi des personnalités jouent un rôle plus important que par le passé. Monsieur Decker l'a abordé, cette fluctuation des thèmes fait également donc qu'il n'y a pas un seul sujet qui domine tout,
mais que les personnalités sont également davantage au devant de la scène. Mais encore une fois, ce n'est pas une évolution récente. Nous avons pu le constater lors d'élections précédentes. Je ne sais plus exactement si c'est les élections de 2013 ou 2017. La CDU et Angela Merkel avaient fait campagne avec le slogan « Vous nous connaissez, vous me connaissez ». Donc, une campagne électorale très personnalisée. La CDU ne faisait pas campagne avec un programme, mais surtout avec la personne d'Angela Merkel. Donc oui, toute l'organisation de la campagne s'était concentrée sur le candidat, sur la candidate. S'agissant de Die Linke, je ne pense pas que ce parti soit mort ou soit bientôt mort. Déjà, il y a plusieurs années, lorsque Die Linke s'appelait encore la PDS, l'on lui prédisait déjà sa fin, mais la Die Linke est toujours là et je pense qu'il le restera. Je réponds donc aux autres questions. Commençons par Nord Stream 2. En effet, parmi les partis de la coalition Feu tricolore, il y a des positions différentes. Les Verts préféreraient s'opposer à ce sujet, mais ils ne pourront pas défendre leur point de vue dans la coalition, car le SPD est très clairement en faveur de Nord Stream 2. Une pression au sein du SPD se fait sentir de la part du SPD de l'Allemagne de l'Est. Pensons à Manuela Schwesig, qui a fait campagne en faveur de la mise en fonction de ce pipeline. Un compromis pourrait être trouvé en faisant de ce thème un sujet plus européen, car ce qui est en jeu, c'est également le rapport avec des pays autocratiques, la dépendance à ces pays. Le FDP, quant à lui, n'a pas de position claire, mais il me semble que le FDP est davantage du côté du SPD, donc je ne pense pas que les Verts pourront faire décider leur point de vue. Christian Lindner ne fera pas échouer ces négociations de coalition. Je suis très clair, il ne peut pas se le permettre. S'il le faisait, il aurait de grandes difficultés au sein de son parti en interne, car nombre d'électeurs de la CDU ont cette fois voté pour le FDP, car ils pensent que le FDP joue le rôle d'une forme de correctif centriste au sein de ce gouvernement. Si Lindner faisait échouer ces négociations, les électeurs seraient profondément déçus. Nous avons beaucoup parlé, beaucoup spéculé sur pourquoi M. Lindner avait fait échouer les négociations en 2017. À l'époque, le FDP venait tout juste de rentrer de nouveau au Parlement. Il manquait donc au FDP une certaine expertise, les personnes compétentes pour négocier avec les Verts, avec la CDU, pour négocier d'égal à égal. Voilà, selon moi, la véritable raison. Mais aujourd'hui, le FDP a réussi à avoir cette expertise. Le FDP a des contacts au Parlement avec les Verts. Et pour qu'une telle coalition si hétérogène fonctionne, il faut une base de confiance entre les différentes personnalités, très concrètement, humainement, s'ils s'apprécient par exemple. Parfois la politique, c'est aussi simple. Et je pense que c'est le cas. Donc la constellation que nous avons aujourd'hui est différente de 2017, même si la coalition est plus difficile pour les libéraux que pour une coalition jamaïcaine. Mais la CDU n'a pas pu former cette coalition en 2017. Pour la politique de défense, oui, c'est une question difficile entre la France et l'Allemagne. S'agissant de la relation aux États-Unis, c'est une question délicate. Il est difficile de convaincre les Allemands d'être moins atlantistes. Konrad Adenauer le voulait déjà en son temps.
En Allemagne, en raison de notre histoire, nous sommes allergiques aux opérations militaires. Et les événements en Afghanistan, nous en avons peu parlé. Et de manière générale, en Allemagne, nous n'avons pas une culture de débattre de la politique étrangère. On ne conduit pas ces débats. Donc sur cette question, l'influence française est importante. Et enfin, le dernier point, j'abonde dans votre sens, et c'est une différence à voler politique française. Dans un système parlementaire, si vous souhaitez changer de chancelier au sein d'un parti, alors il faut le faire dans une législature pour que le candidat ait la chance de profiter d'un bonus de son mandat. Et Angela Merkel n'était pas prête à le faire. Je crois que Angela Merkel souhaitait qu'Annegret Kramp-Karrenbauer lui succède à la tête de la CDU et à la chancellerie. Et puis Angela Merkel a vu que Annegret Kramp-Karrenbauer a commis des erreurs. Elle a vu qu'elle n'avait pas les épaules et donc elle l'a laissé tomber. Elle n'était pas prête à lui céder la place à la tête de la chancellerie. Et réciproquement, Annegret Kramp-Karrenbauer n'a pas eu le courage de s'opposer à Angela Merkel et de prendre sa place. Des qualités qu'on a besoin pour devenir chancelière. C'est donc une situation terrible pour un candidat qui se présente pour le parti en place. Angela Merkel est toujours populaire et toujours en place, mais un candidat doit se démarquer d'Angela Merkel. C'est une question donc difficile, une question impossible à répondre, mais c'est le cas aussi en politique française. Je crois quand Jospin a candidaté contre Chirac et que Mitterrand s'est prononcé en faveur de Chirac. Enfin, je ne sais pas s'il l'avait dit en public, mais donc ce n'est pas une nouveauté en politique. Mais Angela Merkel n'a pas soutenu Armin Laschet contre Markus Söder. Angela Merkel n'a pas non plus soutenu Armin Laschet dans la campagne électorale. Malgré sa très haute popularité, elle aurait pu mettre cette popularité au service d'Armin Laschet, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Donc elle a une part de responsabilité pour le mauvais résultat électoral de Merci la beaucoup. CDU. Je me permets juste une toute petite remarque pour compléter la réponse de M. Decker à votre question. Effectivement, il y a la prime au sortant en Allemagne qu'on a eue pour Olaf Scholz, en fait, finalement, parce que le seul sortant, c'était lui, cette fois. Et puis, vous avez soulevé quelque chose de très intéressant et qui reprend mon commentaire de tout à l'heure, l'attachement à Friedrich Merz pour le parti, l'attachement à Markus Söder pour la candidature, elle venait surtout des fédérations de l'Est. Et là, je vais ouvrir une question pour le public. En fait, ça nous ramène à la Thuringe en février 2020, c'est-à-dire la question du positionnement des fédérations de la CDU de l'Est, qui sont plus conservatrices, moins européennes peut-être, plus libérales par rapport à la CDU que représente Armin Laschet. Et puis aussi la question de l'élection de Kemmerich, le libéral-démocrate du FDP, par les voix de la CDU et de l'AfD, qui avait conduit à la démission d'Annegret Kramp-Karrenbauer. En fait, c'est un peu le point de départ de cette élection après d'un nouveau président à la tête du parti qui était repoussé en raison de la crise de Covid. Donc tout a un peu commencé là. Voilà, c'était pour compléter un peu l'analyse des deux intervenants, et je vais donner maintenant peut-être la parole directement à Éric-André Martin, moins que monsieur l'ambassadeur, vous ne vouliez le présenter, mais peut-être que je me trompe ou je le fais moi-même. Donc Éric-André Martin, le secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, pour conclure ce débat sur les questions franco-allemandes. Donc Éric, je pense que vous allez plutôt au pupitre. Bien. Merci Paul, et merci Monsieur l'ambassadeur pour nous avoir donné la possibilité de mener ce débat ce soir, qui je pense est très riche, et je voudrais remercier également les panélistes pour la qualité de leurs interventions.
Alors j'ai le redoutable privilège de clore le débat en essayant de m'interroger sur la signification de ce vote pour la relation franco-allemande et plus largement, que peut-on attendre de cette nouvelle coalition dans les 4 années à venir. Alors je bornerai mon commentaire autour de trois enseignements. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, Monsieur l'ambassadeur, effectivement, le point d'équilibre du débat politique allemand est resté au centre. En effet, on a 2/3 des électeurs qui ont voté pour 3 partis, le SPD, la CDU et le FDP. Mais en fait, au-delà de ça, moi je le formulerai un peu autrement, ils ont aussi, je pense, rejeté les expérimentations. Je pense qu'ils ont rejeté les expérimentations parce que quand vous reconsidérez la campagne électorale, il y a eu un débat assez clivant qui avait trait à la possibilité d'une coalition rouge-rouge-verte et à travers cette coalition, un débat autour d'une possible remise en cause de certains aspects de la politique étrangère et de sécurité de l'Allemagne à travers sa participation à l'OTAN, et on voit que le score obtenu par Die Linke invalidait cette possibilité. L'autre question autour du rejet de l'expérimentation, c'est la question et ça a été évoqué dans le débat, de l'importance de la stabilité financière. Et je pense que, en partie, le vote des électeurs allemands contribue à rejeter l'idée d'une transformation très radicale et très rapide vers la transition énergétique qui mettrait en cause la stabilité financière de l'Allemagne. Et donc la coalition qui va se former avec cet attelage, notamment avec la participation des libéraux, va contribuer à précisément contrebalancer les attentes ou les ambitions mises par les Verts. Ceci dit, je pense, deuxième remarque, on est dans une coalition qui, je pense, et plus fondamentalement, marque l'entrée de l'Allemagne dans un cycle de modernisation de son économie et plus généralement de ce qu'on appelle le Standort Deutschland, le site de production allemand, un processus qui sera plus long que la durée de cette législature et qui aura pour enjeu le fait d'atteindre 2 objectifs. Premièrement, l'objectif de transition énergétique avec des marqueurs ambitieux, 65% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique pour 2030, ce qui à l'échelle de l'économie allemande est considérable, va impliquer des investissements considérables. Et deuxième transition, la transition numérique, puisque l'Allemagne est bien consciente que, ou en tout cas l'économie allemande, les entreprises allemandes sont bien conscientes que l'avenir de la compétitivité se joue aussi dans la réussite de cette transition numérique. Et comme le premier document des négociations de coalition fixe un objectif en matière d'innovation et de recherche et développement qui a été fixé à 3,5% du PIB. Donc il faut voir qu'on est au début d'un processus très important de modernisation de l'économie, durant lequel des choix technologiques structurants seront faits dans les solutions énergétiques et les solutions numériques qui seront adoptées. Et donc, là on rejoint l'Europe, dans ce domaine, les choix qui seront faits en Allemagne auront bien évidemment des conséquences sur l'ensemble de l'économie européenne, des économies européennes. Alors, troisième remarque, quel impact sur la relation franco-allemande ? Alors bien évidemment, les éléments que j'ai mentionnés ont d'ores et déjà ou auront un impact sur la relation franco-allemande, mais je ferai trois brefs commentaires plus spécifiques. Alors il y a tout d'abord un besoin immédiat qui est un besoin de surmonter, je dirais, les différences de temporalité liées au décalage des calendriers politiques. Donc on voit qu'il y a une certaine nervosité en France aujourd'hui sur le fait qu'on attendrait des négociations qui seraient trop longues en Allemagne et qui feraient un décalage avec la présidence française de l'Union européenne. Donc ça, c'est un premier décalage à surmonter. Et le deuxième décalage, ce sera l'entrée de la France dans son cycle politique également avec l'élection présidentielle, et d'où le risque d'avoir, in fine, une période de vide qui s'instaure
et à un moment précisément où des décisions importantes sont à prendre, ou en tout cas il est très important de bien montrer aussi au monde, parce que le monde nous regarde, que les choses sont en cours et qu'il n'y aura pas de flottement dans la conduite des affaires européennes. Deuxième commentaire, et ça rejoint un peu ce que j'ai évoqué précédemment sur la question de la transition énergétique. Un élément fondamental qui va occuper nos deux pays, ce sera la question de savoir comment concilier la stabilité budgétaire et financière avec d'une part le risque d'étouffer la reprise économique en 2023, au moment de la remise en place des règles du pacte de stabilité, et plus largement, comment définir ces règles de stabilité financière sans porter atteinte ou sans amputer le besoin d'investissement considérable qui est à faire pour pouvoir réaliser les deux transitions que j'ai mentionnées. Donc là, je pense qu'il y a besoin d'avoir un débat poussé entre nos responsables politiques pour pouvoir trouver des solutions communes qui seront de toute façon aussi des solutions pour l'ensemble de l'Union européenne. Et enfin, troisième point, on a mentionné la question de la défense. Et là, je pense que la question qui se pose, et c'est d'ailleurs mentionné dans le document de coalition, une façon d'entrer dans le débat est moins de le faire par une entrée très institutionnelle, parce qu'on s'y est déjà risqué, mais plutôt de tirer un certain nombre d'enseignements de crises récentes. Donc on a parlé récemment des conditions dans lesquelles s'est effectué le retrait d'Afghanistan. Il y a aussi la question d'AUKUS qui a beaucoup occupé l'actualité ces derniers temps. Et plus largement, le durcissement de la compétition sino-américaine et le besoin de défense du multilatéralisme, puisque c'est aussi un sujet qui nous unit, France et Allemagne, l'importance de préserver un monde fondé sur des règles communes et non pas laisser les choses se régler selon la loi du plus fort ou selon un bilatéralisme forcé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui nous rassemblent malgré tout. Mais effectivement, la capacité de réussir dans ce domaine dépendra très largement de la capacité et de la volonté de nos responsables d'entrer dans un dialogue qui doit être confiant, puisque les sujets sont parfois difficiles, ou en tout cas nécessitent une approche, je dirais, approfondie. Mais je crois que, en fait, nous n'avons pas vraiment le choix, dans la mesure où, à travers la capacité de la France et de l'Allemagne à s'unir, c'est aussi la capacité de l'Europe à rester comme un acteur important, à la fois de maîtresse de son destin et la capacité à s'imposer sur la scène internationale, tout en préservant sa compétitivité et sa richesse. Donc je vais arrêter là, mais je vais peut-être, Monsieur l'ambassadeur, vous redonner la parole. Bon, merci beaucoup. L'ambassadeur a toujours le dernier mot. Non, donc je ne vais pas rouvrir le débat. Donc c'était un débat fascinant. Peut-être seulement un mot sur la question de l'Europe dans la campagne électorale. Il me semble que peut-être une des raisons pour lesquelles donc, le sujet de l'Allemagne n'a pas un rôle central dans la campagne électorale, c'était le fait que donc l'Europe en Allemagne, c'est pas vraiment un sujet controversé. Hein. Et donc, selon les sondages, la plupart des Allemands sont très favorables en ce qui concerne l'importance de l'unification européenne, le franco-allemand. Donc ça, c'est pas contesté et peut-être c'est une raison pour laquelle donc, les partis n'ont pas vraiment évoqué ce sujet parce qu'avec cet enjeu, on peut gagner donc, des élections. Donc peut-être une raison plutôt qui n'est pas très problématique. En ce qui concerne la défense, donc je prévois beaucoup de continuité. Donc c'est à vous de juger si c'est bon ou non, mais je prévois beaucoup de continuité. Donc finalement, un grand merci à nos intervenants, professeur Decker, Paul Maurice et Sabine Pokorny pour vos contributions. Un grand merci également à la Konrad-Adenauer Stiftung, Mme Caroline Kanter et Eric Martin du FIS CFA de l'avoir pris d'initiative pour ce débat.
aussi, je devrais souligner l'importance de nos Stiftungen ici à Paris, mais aussi de l'ECFA, quand il s'agit vraiment de décrypter l'Allemagne. C'est toujours un sujet intéressant et fascinant pour nos amis français. Un grand merci beaucoup à vous. Et maintenant, je vous inviterai à un petit cocktail dans les salons de l'Hôtel Beauharnais. Merci beaucoup et bonne soirée.